On plonge aujourd'hui dans une des œuvres les plus importantes de toute la philosophie, la République de Platon. Mais oubliez l'image du vieux livre qui ramasse la poussière sur une tablette. Pensez-y plutôt comme à une invitation. Une invitation à un voyage qui commence dans le noir complet pour tranquillement se diriger vers la lumière. Dès le départ, Platon nous installe dans le décor. Imaginez la scène un instant. Il nous demande de nous représenter des gens qui vivent dans une sorte de grotte, enchaînés depuis qu'ils sont nés, incapables de tourner la tête. Leur seule et unique réalité, c'est des ombres qui bougent sur le mur en face d'eux. Et ça nous amène directement à la question au cœur de tout ça. Et si ce qu'on perçoit comme étant la réalité n'était qu'une ombre de la vraie vérité? C'est une idée qui a traversé les siècles, hein? On la retrouve même dans des films comme La Matrice. Ce conflit entre l'illusion, qui est souvent confortable, et la vérité, qui est pas mal plus difficile à atteindre, c'est de ça qu'on va parler. Alors, on commence notre voyage au plus profond de la caverne, avec les prisonniers. Ces personnages, au fond, ils nous représentent tous un peu. Chaque fois qu'on se laisse tromper par les apparences, chaque fois qu'on prend les ombres pour la réalité. Ce qui est vraiment important de saisir ici, c'est que leur monde est incroyablement limité. Pour eux, ce n'est pas une prison. Ils ne savent même pas qu'ils sont prisonniers. Les ombres qui dansent sur le mur, les échos qu'ils entendent, ce ne sont pas des illusions. C'est le monde. Point. Ils donnent des noms à ces ombres, ils en discutent, ils bâtissent toute leur compréhension de l'univers là-dessus. Mais qu'est-ce qui arriverait si un de ces prisonniers était soudainement libéré? C'est là que le vrai périple commence, le chemin du philosophe vers la connaissance. Et c'est un chemin qui est loin d'être facile. C'est rempli de douleur, de confusion. Le voyage, c'est tout sauf une promenade dans le parc. Chaque étape, c'est une épreuve. D'abord, on le détache. Quand il se retourne, la lumière du feu, qui est pourtant juste une pâle copie du vrai soleil, lui fait déjà mal aux yeux. Ensuite, on le force à monter, à sortir de la caverne. C'est pénible, ça fait mal. Et quand il arrive enfin dehors, la lumière du soleil est tellement forte qu'il est complètement aveuglé. C'est juste avec le temps, en s'habituant, qu'il commence à voir le monde tel qu'il est pour vrai. Et ce monde-là, à l'extérieur de la caverne, c'est ce que Platon nomme le monde des formes. C'est ça, la vraie réalité. Un monde où existent les concepts parfaits et éternels, comme la justice en soi, la beauté en soi, le bien. Et on ne peut pas y accéder avec nos cinq sens, non. Seulement avec notre raison, notre intellect. Nos sens, eux, ils ne voient que les copies imparfaites, les ombres dans la caverne. Bon, notre philosophe a vu la vérité. Il a vu la lumière. Super. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça maintenant? Eh bien, pour Platon, la connaissance vient avec une responsabilité. Cette nouvelle compréhension du monde des formes, ça devient le clan, le blueprint pour bâtir une société qui serait, elle, parfaitement juste. Platon voit une sorte de miroir entre la structure de l'âme d'une personne et la structure de sa cité idéale. L'âme humaine, elle a trois parties. La raison, qui pense, l'ardeur, qu'on pourrait appeler le cœur ou le courage, et les appétits, c'est-à-dire nos désirs. La cité idéale, elle aussi, a trois classes. Les gardiens, qui sont guidés par la raison, dirigent avec sagesse. Les auxiliaires, les soldats, sont guidés par l'ardeur et protègent la cité avec courage. Et les producteurs, les artisans, guidés par leurs appétits, s'assurent que tout le monde a ce qu'il faut avec modération. Et voilà, la définition de la justice selon Platon. Ce n'est pas une liste de lois ou de règlements. C'est bien plus simple et bien plus profond que ça. La justice, c'est un état d'harmonie totale, un équilibre où chaque partie de la cité et chaque partie de l'âme fait exactement le travail pour lequel elle est faite, sans essayer de faire le travail des autres. Alors, qui est le mieux placé pour gouverner une cité aussi harmonieuse? La réponse de Platon est claire. Seulement ceux qui sont sortis de la caverne, les rois philosophes. Pourquoi eux? Parce que leur motivation, ce n'est pas l'argent, le pouvoir ou la gloire. Leur seule et unique motivation, c'est l'amour de la vérité et du bien, des choses qu'ils ont vues de leurs propres yeux à l'extérieur. Mais le voyage n'est pas terminé. Le philosophe a une dernière mission, et c'est peut-être la plus difficile de toutes. Il doit retourner dans la caverne, retourner dans l'obscurité. Et c'est là que l'histoire prend une tournure tragique. Quand le philosophe redescend, ses yeux sont habitués à la lumière du soleil. Il n'arrive plus à bien voir dans le noir, il est maladroit, il ne distingue plus les ombres comme avant. Les autres prisonniers, en le voyant comme ça, ils se disent quoi? Ils se disent que son voyage l'a complètement gâché, qu'il est revenu aveugle et stupide. Alors, ils se moquent de lui. Pire encore, ils deviennent hostiles à l'idée même de sortir. Ils préfèrent le confort de leur chaîne à cette vérité qui, de leur point de vue, semble rendre les gens fous.
Ce rejet de la sagesse, ça a des conséquences politiques terribles. Platon décrit comment l'État parfait, l'aristocratie, dirigée par les philosophes, finit inévitablement par se dégrader. C'est une sorte de spirale. La sagesse est remplacée par la recherche de l'honneur, puis l'honneur est remplacé par la recherche de la richesse. Ensuite, un désir sans limite pour la liberté mène au désordre et au chaos de la démocratie. Et ce chaos, il ouvre la porte au pire régime de tous, la tyrannie, où un seul homme impose ses désirs à tout le monde. Mais Platon ne nous laisse pas sur cette vision plutôt sombre. Il décide d'élargir la perspective. On passe de la politique à quelque chose de beaucoup plus grand, de cosmique, pour nous montrer pourquoi cette quête de sagesse est importante bien au-delà d'une seule vie. Pour conclure son œuvre, il nous raconte une histoire, celle d'un soldat nommé R. R meurt sur le champ de bataille, mais il revient à la vie juste à temps pour raconter ce qu'il a vu de l'autre côté. C'est l'argument final de Platon pour nous dire qu'une vie juste, une vie guidée par la philosophie, ça a des conséquences qui durent pour l'éternité. Dans ce mythe, les âmes, après 1000 ans de récompense ou de punition, se rassemblent toutes pour faire un choix crucial, celui de leur prochaine vie sur Terre. Et c'est là que tout se joue. Une âme qui a passé sa vie à chercher la sagesse choisira une autre vie juste. Mais une âme qui n'a rien appris, elle, risque fort de choisir de devenir un tyran ou de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Ce que Platon nous dit, c'est qu'au final, on est responsable de la vie qu'on choisit de mener. Platon nous laisse donc avec cette question. Une question qui, des milliers d'années plus tard, résonne encore aussi fort. Quelles sont les ombres sur le mur de notre propre caverne en 2024? Quelles sont les vérités un peu difficiles qu'on préfère parfois ne pas regarder en face? Le voyage hors de la caverne, ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est une invitation, toujours actuelle, à questionner ce qu'on tient pour acquis et à commencer, chacun notre façon, notre propre ascension vers la lumière.